Mon père a vendu ma voiture et a utilisé l'argent pour acheter un canapé avec sa nouvelle femme, et ce canapé leur a coûté une fortune. J'avais acheté ma voiture avec l'argent que j'avais économisé depuis l'âge de 14 ans, en travaillant dans une supérette, puis dans une brasserie et en faisant des petits travaux de jardinage chaque été. Il m'a fallu 4 ans pour réunir 12 000 € afin d'acheter une voiture fiable qui me servirait pendant mes études à l'université et pour mon premier emploi. Mon père s'est moqué de moi quand je l'ai acheté, disant que j'aurais dû choisir quelque chose de plus tape à accent grave l'œil, mais je voulais quelque chose qui dure. Il n'a jamais participé à l'achat, n'a jamais offert un seul euro, il s'est seulement plaint que cela lui donnait une mauvaise image que son fils conduise quelque chose d'aussi basique. 2 ans plus tard, mon père a épousé Daphné après l'avoir connue pendant seulement 4 mois. Elle a emménagé chez lui avec ses 3 enfants et a immédiatement commencé à tout redécorer. Chaque semaine, quelque chose de nouveau devait disparaître car cela ne correspondait pas à sa vision. La table basse était mauvaise, les chaises de la cuisine étaient démodées et le salon avait besoin d'une rénovation complète. Mon père était d'accord avec tout, utilisant les crédits à la consommation jusqu'à leur limite pour la garder heureuse. Quand je suis rentré de l'université pour les vacances de Pâques, ma voiture avait disparu de l'endroit où je l'avais garée dans son allée. J'ai demandé où elle était et il a dit qu'il l'avait fait enlever par une dépanneuse parce qu'elle avait une fuite d'huile. J'ai vérifié l'allée et il n'y avait aucune tache d'huile. J'ai appelé la société de dépannage et ils ont dit qu'ils l'avaient emmenée à la fourrière à la demande du propriétaire. Le propriétaire dans ce cas était mon père, car j'avais commis l'erreur de mettre son nom sur la carte grise pour des questions d'assurance quand j'avais 18 ans. Je suis allé à la fourrière et ils ont dit que la voiture avait été mise en vente aux enchères parce que le propriétaire avait signé les papiers de cession. Mon père avait vendu ma voiture à une vente aux enchères pour professionnels pour obtenir de l'argent rapidement. Quand je l'ai confronté, Daphné était assise sur son nouveau canapé, un immense canapé d'angle en cuir qui occupait tout le salon. Elle passait ses mains dessus en parlant de sa perfection pour leur nouvelle vie ensemble. Mon père a dit que la voiture était techniquement la sienne, puisque son nom était sur la carte grise et que je ne l'utilisais pas assez pour justifier de la garder, bien que j'étais littéralement à la maison pour les vacances universitaires en l'utilisant tous les jours. La dispute s'est envenimée quand il a dit que je pouvais prendre le train pour retourner à la fac. Daphné est intervenue en disant que les jeunes étaient très attachés aux choses matérielles. Cette femme, qui exigeait que tout soit neuf, me traitait de matérialiste pour vouloir ma propre voiture. Mon père a dit qu'il m'avait rendu service, car maintenant je n'aurais plus à me soucier de l'entretien et de l'assurance. Je lui ai rappelé que je payais ma propre assurance et que je venais de faire toute la révision pendant les vacances de Noël. Il a dit que j'étais ingrat pour tout ce qu'il avait fait pour moi, alors qu'il n'avait rien fait, sauf mettre son nom sur un papier. Daphné a dit que l'argent de ma voiture avait été bien utilisé pour rendre la maison jolie. Ses enfants, tous plus âgés que moi, ne contribuaient en rien, mais profitaient de la vente de ma voiture, assis sur le canapé que ma voiture avait payé, prenant des photos pour les réseaux sociaux sur le bon goût de leur mère en matière de meubles. J'ai appelé ma mère en pleurant et elle a dit de laisser tomber, que se battre avec mon père n'en valait pas la peine. Mais ensuite, elle a appelé son frère Valentin, qui était avocat. Valentin a dit que ce que mon père avait fait était techniquement légal, mais moralement répréhensible. Il a également dit que si je pouvais prouver que j'avais payé la voiture entièrement seul, je pourrais avoir un dossier pour abus de confiance. J'avais chaque reçu, chaque relevé de compte, montrant mes dépôts de mes emplois, tout prouvant que j'avais acheté cette voiture moi-même. Valentin a envoyé une lettre à mon père disant que nous étions prêts à engager des poursuites judiciaires. Mon père a appelé en hurlant que je détruisais sa nouvelle famille pour une stupide voiture. Et Daphné a pris le téléphone en disant que j'étais un gamin pour y gâter essayant de ruiner son bonheur. Valentin m'a dit de tout documenter. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. La maison de vente aux enchères m'a appelé parce qu'ils avaient trouvé mon macaron de stationnement de l'université et du courrier à mon nom dans la boîte à gants. Ils voulaient vérifier si la vente était légitime. J'ai expliqué la situation et ils ont dit que la voiture n'avait pas encore été vendue, mais qu'elle serait mise aux enchères la semaine suivante. Ils ne pouvaient pas arrêter la vente, mais ils m'ont dit quand et où elle aurait lieu. Je n'avais pas d'argent pour racheter ma propre voiture, mais Valentin a eu une idée. Il a contacté l'ex-mari de Daphné, Clovis, qui était encore amer à propos du divorce. Clovis était riche, propriétaire d'une chaîne de restaurants et détestait Daphné. Clovis a trouvé hilarant que mon père ait dû vendre la voiture de son fils pour payer des meubles. Clovis s'est présenté à la vente aux enchères et a acheté ma voiture pour 15 000 €, 3 000 de plus que sa valeur, juste pour faire monter le prix.
Puis il m'a appelé et a dit que je pouvais la récupérer pour exactement ce que j'avais payé à l'origine, 12 000 €. Mais comme je n'avais plus cet argent, Clovis a dit que je pouvais le rembourser en travaillant dans ses restaurants pendant l'été et garder la voiture. La meilleure partie, c'est que Clovis savait que Daphné reconnaîtrait la voiture et il s'est assuré de passer devant la maison de mon père plusieurs fois avant de me la remettre. Daphné l'a vue et a exigé de savoir pourquoi Clovis avait ma voiture. Quand elle a découvert qu'il l'avait achetée pour me la rendre, elle a perdu le contrôle. Elle a commencé à crier à la seconde où elle a vu Clovis s'arrêter devant sa maison avec ma voiture. Je n'étais pas là, mais mon père m'a appelé ce soir-là. Je pouvais l'entendre en arrière-plan, toujours en train de crier à ce sujet. Il semblait épuisé quand il m'a demandé de rendre la voiture pour maintenir la paix. J'ai dit non. Il a dit que je détruisais son mariage pour quelque chose qui était techniquement à lui. Je lui ai rappelé que la voiture n'avait jamais été la sienne, il avait seulement son nom sur un papier. Il a dit que Daphné faisait une crise à cause de ça et que je devais être le plus raisonnable des deux. J'ai demandé pourquoi c'était à moi d'être le plus raisonnable, alors que c'était lui qui avait vendu ma voiture sans demander. Il m'a raccroché au nez. Le lendemain matin, je préparais du café quand quelqu'un a frappé à la porte de mon studio d'étudiant. J'ai ouvert et mon père était là avec Daphné juste derrière lui. Je ne leur avais pas donné mon adresse, mais mon père a dû l'obtenir de l'université. Daphné l'a dépassé avant que je puisse dire quoi que ce soit et est entrée directement dans ma petite pièce principale, regardant autour d'elle comme si elle inspectait. Daphné a commencé à parler de mon manque de respect envers sa nouvelle famille. Elle a dit qu'ils avaient travaillé dur pour construire quelque chose de beau ensemble et que j'essayais de le détruire par dépit. Mon père hochait la tête à tout ce qu'elle disait, comme s'il avait répété cela avec elle. Elle m'a vraiment dit que je devrais être reconnaissant qu'ils aient utilisé l'argent de ma voiture pour quelque chose qui profite à tout le monde au lieu de juste moi. Je lui ai demandé comment un canapé dans leur maison me profitait alors que je vis à 2 heures de route. Elle a dit que la famille, c'est le sacrifice et le partage des ressources. J'ai souligné que ses 3 enfants, qui étaient tous plus âgés que moi, n'avaient rien sacrifié. Mon père a dit que cela ne les concernait pas. Daphné a continué à parler de la façon dont le canapé représentait leur engagement à unir les familles et à créer un espace accueillant. Je lui ai dit qu'elle aurait pu créer un espace accueillant sans voler ma voiture. Elle a dit que j'étais dramatique et m'a fait un sermon sur les valeurs. Mon père a finalement parlé et a dit qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement où il m'aiderait avec quelques factures et il m'aiderait à trouver une autre voiture éventuellement. Je leur ai dit à tous les deux de partir. Daphné a dit que je regretterais de couper les ponts avec mon propre père. J'ai ouvert plus grand la porte et j'ai attendu qu'il sorte. Ce week-end-là, je suis allé au restaurant de Clovis pour commencer à travailler pour rembourser les 12 000 €. L'endroit était plus grand que ce à quoi je m'attendais. Clovis m'a trouvé à l'entrée de service et m'a montré où pointer. Il m'a présenté au chef de cuisine qui m'a mis à la plonge et à la préparation. Le travail était honnête et simple. Clovis est revenu pendant ma pause et m'a dit que je pouvais prendre des heures supplémentaires si je voulais rembourser plus vite. J'ai travaillé 8 heures ce jour-là et mes mains étaient à vif à la fin, mais c'était bon de regagner ma voiture correctement. 2 semaines plus tard, mon père a appelé pendant que j'étudiais. Il semblait stressé, parlant rapidement des paiements par carte de crédit qui les tuaient. Il a demandé si j'avais de l'argent à lui prêter. Je lui ai rappelé qu'il venait de vendre ma voiture et de dépenser l'argent en meubles. Il est devenu défensif, disant que Daphné en avait besoin pour sa santé mentale. Je lui ai demandé comment l'achat d'un canapé était un traitement de santé mentale. Il a dit que je ne comprendrais pas. Je lui ai dit que je comprenais qu'il avait volé son propre fils. Il a dit qu'il ne demandait pas grand-chose, juste pour couvrir un paiement. J'ai dit non et il m'a traité d'égoïste avant de raccrocher. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à voir des publications de la fille aînée de Daphné sur les réseaux sociaux. Elle m'identifiait dans des publications sur la façon dont certaines personnes ne peuvent pas laisser leurs parents être heureux. Ses frères et sœurs ont renchéri, d'accord avec elle. La cadette a posté une photo de ce stupide canapé avec une légende sur les investissements familiaux. La publication a reçu des dizaines de commentaires d'étrangers. Tous parlaient de la beauté du canapé et de la chance de Daphné. Je voulais commenter avec la vraie histoire, mais je savais que ça ne ferait qu'empirer les choses. Un des fils de Daphné a partagé une autre publication sur les enfants ingrats. J'ai été identifié aussi. Mon colocataire a dit que je devrais tous les bloquer.
Oncle Valentin m'a appelé et a dit que je pourrais poursuivre pour la différence entre ce que mon père a obtenu et la valeur réelle, ou pour préjudice moral. J'y ai pensé, mais l'idée de traîner ça en justice me fatiguait. Je lui ai dit que je voulais juste passer à autre chose et laisser mon père gérer son propre gâchis. Mon père a essayé une approche différente un mois plus tard. Il a appelé. Il a dit qu'il était vraiment désolé de la tournure des événements et qu'il voulait arranger les choses en m'aidant avec mes livres de cours. J'ai attendu le piège. Il a dit qu'il faudrait d'abord que je dise aux enfants de Daphné d'arrêter de me harceler en ligne. J'ai demandé pourquoi mon pardon était conditionnel. Il a dit que ce n'était pas le cas. Il pensait juste que tout le monde en bénéficierait. Je lui ai dit que je ne dirais rien aux enfants de Daphné et que je n'avais pas besoin de son aide. Il a dit que j'étais têtu. Je lui ai rappelé que la famille n'était pas censée se voler mutuellement. Il est resté silencieux et n'a pas rappelé pendant 3 semaines. Pendant un service calme, Clovis est venu me parler de son mariage avec Daphné et de la façon dont elle avait toujours besoin de la prochaine nouveauté pour se sentir heureuse. Il a dit que voir mon père faire les mêmes erreurs, c'était comme regarder un accident au ralenti. Il m'a dit qu'il avait acheté ma voiture pour mettre un obstacle dans ses plans. Il a dit qu'elle saignerait mon père à blanc. J'ai demandé si mon père s'en rendrait compte. Clovis a ri et a dit, certaines personnes apprennent à la dure. Ma mère m'a appelé et m'a raconté que mon père avait fait des choses similaires pendant leur mariage, prenant de l'argent de ses économies pour ses propres achats, sans demander. Elle a dit qu'elle aurait dû me prévenir quand j'ai mis son nom sur le document, mais elle espérait qu'il avait changé. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'elle me le dise. Je travaillais un soir quand j'ai vu mon père et Daphné entrer. J'étais en cuisine, donc ils ne m'ont pas vu, mais je pouvais les observer. Daphné gesticulait de manière dramatique et parlait fort. À un moment donné, elle s'est levée et est sortie en trombe. Mon père est resté assis à regarder son assiette pendant 10 minutes. Finalement, il a laissé de l'argent et l'a suivi. La serveuse a dit qu'ils avaient à peine touché à leur nourriture et que la femme se plaignait de tout. Clovis m'a retiré de la plonge et m'a mis avec Roselyne, une serveuse expérimentée. Elle m'a appris à équilibrer les assiettes et à gérer les clients. Clovis m'a transféré en salle de façon permanente. Les pourboires étaient bien meilleurs, ce qui signifiait que je remboursais la dette de ma voiture plus vite que prévu. Clovis tenait un registre de mes paiements. À la mi-juin, j'avais déjà remboursé près de 4 000 € et je sentais que je pourrais vraiment surmonter toute cette situation. Un soir, j'ai reçu un message sur Instagram de la fille cadette de Daphné. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée pour les publications sur les réseaux sociaux et que sa mère les avait forcées. Elle a dit que les choses à la maison étaient tendues à cause de l'argent et que sa mère avait un problème de dépenses. Elle a dit que vendre ma voiture était peut-être une erreur. J'ai envoyé un court message pour la remercier de ses excuses. Elle a répondu en demandant si on pouvait prendre un café, car elle n'avait personne à qui parler. J'ai dit que peut-être plus tard. La première semaine de juillet, mon téléphone a commencé à vibrer dans mon casier. J'avais cet appel manqué de mon père et 3 messages vocaux. Le dernier était de lui, en pleurs. Je ne l'avais jamais entendu pleurer. J'ai rappelé et il m'a dit qu'il avait perdu son travail ce matin-là. Ses performances avaient chuté. Il était distrait par les problèmes d'argent. Il a dit que les allocations chômage ne couvriraient pas les factures et que Daphné paniquait à l'idée de perdre son style de vie. Pour la première fois, il semblait avoir des remords. Je lui ai dit que je devais retourner au travail et qu'il devrait probablement commencer à chercher un nouvel emploi immédiatement. Il a dit qu'il était perdu, qu'il le ferait, et m'a remercié d'avoir répondu, ce qui était étrange car mon père ne me remerciait jamais pour rien. 2 jours plus tard, mon téléphone a explosé de notifications alors que je faisais la grasse matinée après un service de nuit. Je l'ai pris en pensant que quelque chose de terrible s'était produit et j'ai vu que j'avais été identifié dans une publication Facebook par Daphné. La publication était une longue tirade sur la façon dont j'avais détruit leur famille en étant égoïste et ingrat. Elle a écrit que mon père avait perdu son travail à cause du stress que j'avais causé en engageant des poursuites judiciaires pour une voiture qui n'était même pas légalement la mienne. Elle a dit que j'étais un gamin pourri gâté, que je ne supportais pas de voir mon père heureux avec quelqu'un de nouveau et que je préférais détruire leur famille recomposée plutôt que de renoncer à des biens matériels. Elle a identifié un tas de membres de la famille, y compris certains de mes cousins et tantes du côté de mon père, ainsi que plusieurs de ses amis du travail et de l'ancien quartier. La publication avait déjà des dizaines de commentaires de personnes que je connaissais à peine,
disant des choses comme ils avaient toujours su que j'étais un problème ou demandant quel genre de fils poursuit son propre père en justice. Certaines personnes m'ont défendu en disant qu'elles ne connaissaient pas toute l'histoire, mais la plupart des commentaires étaient brutaux. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à ma mère et à l'oncle Valentin. Ma mère a appelé immédiatement, disant que cela devenait incontrôlable et me demandant si j'allais bien. L'oncle Valentin a appelé 10 minutes plus tard et m'a dit de ne répondre à rien et de ne pas supprimer les captures d'écran. L'oncle Valentin a envoyé à Daphné une lettre de mise en demeure le jour même. Il m'a dit plus tard qu'il avait demandé à son assistante de la rédiger et de l'envoyer par courrier recommandé dans les 3 heures suivant la réception de mes captures d'écran. La lettre indiquait que Daphné avait commis une diffamation en faisant de fausses déclarations publiques qui nuisaient à ma réputation et que si elle ne supprimait pas la publication et ne présentait pas des excuses publiques dans les 24 heures, il engagerait une action en justice en mon nom. Il a également envoyé une copie à mon père avec une note disant qu'il était déçu que mon père ait permis à sa femme d'attaquer publiquement son propre fils. Daphné a retiré la publication ce soir-là et en a mis une nouvelle, disant qu'elle avait agi sous le coup de l'émotion et de la contrariété face à leur situation financière et qu'elle s'excusait si sa publication précédente avait été offensante ou inexacte. C'étaient les excuses les plus pathétiques que j'ai jamais vues. Mais l'oncle Valentin a dit que c'était suffisant pour éviter un procès. Il m'a appelé le lendemain matin et a dit que c'était exactement à ça que servaient les outils juridiques, se protéger des personnes qui essaient de détruire votre réputation quand elles sont en colère. Il a dit que savoir quand utiliser ces outils et quand laisser les choses passer faisait partie de la vie d'adulte et que j'apprenais cette leçon plus tôt que la plupart des gens. Je l'ai remercié d'avoir géré ça si rapidement et il a dit que c'est ce que la famille fait l'un pour l'autre, ce qui m'a fait penser que mon père devrait aussi être de la famille, mais il a laissé sa femme me démolir en ligne sans dire un mot pour l'arrêter. Clovis m'a pris à part pendant une période calme à la mi-juillet et m'a demandé si j'avais une minute pour discuter dans son bureau. Je pensais que j'avais peut-être raté une commande ou reçu une plainte d'un client, mais il semblait détendu quand nous nous sommes assis. Il a dit que je faisais un très bon travail et qu'il avait remarqué que j'étais fiable et bon avec les clients, même quand les choses devenaient stressantes. Il m'a demandé si je serais intéressé par un poste permanent à temps partiel pendant l'année scolaire. Quand je retournerais à l'université, il a dit que le salaire serait décent et qu'il pourrait s'adapter à mon emploi du temps. De plus, si je continuais à développer mes compétences, il pourrait me promouvoir à un poste de superviseur d'équipe, ce qui serait bien sur un CV. Je lui ai dit que je devais y réfléchir car je ne savais pas à quel point mes cours d'automne seraient exigeants. Mais honnêtement, je penchais déjà pour le oui. L'argent aiderait et avoir une véritable expérience de gestion serait bien mieux que les petits boulots aléatoires sur le campus que la plupart de mes amis avaient. Clovis a dit de lui faire savoir d'ici la fin de l'été et que l'offre resterait valable. Il a également mentionné qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré toute l'affaire avec mon père et Daphné, disant que beaucoup de jeunes de mon âge se seraient effondrés ou seraient devenus amers, mais que j'avais simplement continué à travailler et à rester concentré. Cela signifiait vraiment quelque chose venant de lui, car il avait traversé son propre divorce compliqué avec Daphné et savait exactement comment elle fonctionnait. Mon père a de nouveau appelé début août, semblant encore plus mal en point qu'avant. Il a dit que lui et Daphné avaient 3 mois de retard sur le prêt immobilier et que ses allocations de chômage ne suffisaient pas à rattraper le retard. Il a dit que la banque avait envoyé un avis de procédure de saisie immobilière et qu'il pourrait perdre la maison. Une partie de moi se sentait mal parce qu'il était toujours mon père et je ne voulais pas qu'il se retrouve sans abri. Mais une autre partie de moi continuait de penser à ce canapé d'angle en cuir de 15 000 € assis dans son salon, prenant toute la place, alors qu'il ne pouvait pas payer le prêt. J'ai pensé à la façon dont il avait vendu ma voiture sans demander, comment il avait laissé Daphné me démolir sur Facebook, comment il ne s'était jamais, pas une seule fois, vraiment excusé pour tout ça. C'était exactement ce qui arrivait quand on prenait de terribles décisions et qu'on continuait à en prendre au lieu de régler le premier problème. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'il traverse ça, mais je ne savais pas ce qu'il attendait de moi. Il a dit qu'il ne demandait rien, qu'il voulait juste que je sache ce qui se passait. Mais je pouvais entendre dans sa voix qu'il espérait que je propose mon aide. J'ai effectué mon dernier paiement à Clovis le dernier samedi d'août. J'avais pris des heures supplémentaires tout le mois pour rembourser les derniers 800 € avant la rentrée. Clovis a compté l'argent et a noté le montant final dans son carnet. Puis il a sorti la carte grise de la voiture du tiroir de son bureau. Il l'avait déjà signée à mon nom, juste mon nom. Personne d'autre cette fois. Il me l'a tendue, m'a serré la main et a dit que j'avais gagné cette voiture 2 fois.
Il a dit que me voir gérer toute cette situation avec maturité lui faisait souhaiter que ses propres enfants aient la moitié de mon éthique de travail. Ses enfants étaient plus âgés que moi et d'après ce que j'avais entendu, ils vivaient tous les deux encore de son argent sans beaucoup travailler. Je l'ai remercié de m'avoir donné la chance de regagner ma voiture et il a dit que cela avait été bon pour son entreprise aussi, car j'étais devenu l'un de ses meilleurs serveurs. Il m'a rappelé que l'offre à temps partiel tenait toujours pour l'année scolaire et je lui ai dit que j'acceptais définitivement. Nous nous sommes à nouveau serré la main et je suis sorti sur le parking, tenant la carte grise à mon nom, avec le sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose de concret. Mon père a appelé 2 jours plus tard pour demander si je pouvais aider avec un paiement du prêt pour qu'il ne perde pas la maison. Il a dit qu'il postulait à des emplois, mais que rien ne s'était encore présenté et que le temps leur manquait. Je lui ai dit que je devais y réfléchir et en parler à quelques personnes d'abord. J'ai appelé ma mère et elle a dit que la décision m'appartenait, mais que je devais faire attention à ne pas me laisser entraîner dans leur désastre financier. J'ai appelé l'oncle Valentin et il a dit que si je décidais d'aider, je devrais être très clair sur le fait que c'était une aide unique et tout mettre par écrit. Il a dit que mon père devait comprendre qu'il y avait des conditions et des conséquences. J'y ai réfléchi pendant une journée entière et j'ai finalement rappelé mon père. Je lui ai dit que je lui prêterais 2000 € à titre exceptionnel, mais que je voulais un accord écrit stipulant qu'il me rembourserait. Je lui ai aussi dit que c'était la seule aide qu'il recevrait et que si lui ou Daphné s'en prenait à nouveau à ma voiture ou à mon argent, j'en aurais fini pour de bon, plus de seconde chance, plus d'obligations familiales, simplement terminé. Il est resté silencieux 1 minute, puis a dit qu'il comprenait et acceptait mes conditions. Il semblait vraiment reconnaissant plutôt que de se sentir en droit, pour la première fois en des mois. Il a dit qu'il avait pris de terribles décisions en essayant de rendre Daphné heureuse et qu'il aurait dû protéger ma voiture au lieu de la vendre. Ce n'étaient pas de véritables excuses, mais cela montrait plus de sens des responsabilités que ce à quoi je m'attendais de sa part. Je lui ai dit que j'apporterais l'argent dans quelques jours et j'ai raccroché, sentant que peut-être quelque chose avait finalement changé entre nous, même si ce n'était qu'un peu. Je suis allé chez lui 3 jours plus tard avec l'argent dans une enveloppe. Mon père a ouvert la porte, l'air pluvieux, comme si les derniers mois l'avaient vieilli. Il m'a invité à entrer et je l'ai suivi jusqu'à la table de la cuisine, où il avait préparé une reconnaissance de dette manuscrite. C'était simple, indiquant simplement que je lui prêtais 2000 € pour un paiement de prêt et qu'il me rembourserait par mensualité de 200 € à partir d'octobre. Il a signé, j'ai signé, et je lui ai donné l'enveloppe. Il a compté l'argent 2 fois, puis est resté assis à le regarder 1 minute avant de le mettre dans son portefeuille. Il m'a remercié et a dit qu'il savait qu'il ne méritait pas mon aide après ce qu'il avait fait. Je lui ai dit que c'était la dernière fois et il a hoché la tête en disant qu'il comprenait parfaitement. Nous sommes restés assis là, mal à l'aise, pendant quelques minutes, puis je suis parti, me sentant étrange à propos de toute cette affaire, mais aussi comme si nous avions peut-être tourné une sorte de page. La 2e semaine de septembre, mon père m'a appelé alors que je faisais mes valises pour l'université. Il a dit qu'il devait me dire quelque chose et a demandé si je pouvais passer. Je suis allé chez lui et je l'ai trouvé assis sur les marches du perron au lieu d'être à l'intérieur. Il a semblé soulagé en me voyant, presque plus léger. Il a dit que lui et Daphné se séparaient et qu'elle emménageait chez sa sœur le lendemain. J'ai demandé s'il allait bien et il a dit qu'honnêtement, il se sentait mieux qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il a dit que la pression constante de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas le détruisait et qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Il avait besoin de remettre sa vie en ordre sans quelqu'un qui exigeait toujours plus. Ses enfants partaient avec elle et il serait seul dans la maison pour la première fois depuis leur mariage. Je ne savais pas quoi dire, alors je me suis juste assis à côté de lui sur les marches. Il a de nouveau dit qu'il était vraiment désolé d'avoir vendu ma voiture et qu'il s'était perdu en essayant de rendre Daphné heureuse. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, mais que les choses étaient différentes entre nous maintenant. Il a dit qu'il le savait et qu'il le méritait. J'ai chargé ma voiture le lendemain matin avec tout ce dont j'avais besoin pour le semestre d'automne. Le coffre était plein de vêtements et de livres, de mon mini-frigo, et la banquette arrière contenait ma lampe de bureau, mon imprimante et toutes les choses diverses dont on a besoin pour une résidence universitaire. J'ai conduit les 2 heures de retour au campus avec les fenêtres ouvertes et la musique à fond, me sentant différent de ce que je ressentais au printemps. J'avais récupéré ma voiture avec mon nom sur la carte grise. J'avais 3000 € sur mon compte d'épargne que j'avais gagné moi-même en travaillant dans les restaurants de Clovis. J'avais de vraies compétences professionnelles maintenant et un poste à temps partiel qui m'attendait pendant l'année scolaire.
Toute la situation avec mon père faisait encore mal quand je pensais à la facilité avec laquelle il m'avait trahi pour un stupide canapé. Mais je savais aussi que je m'étais défendu quand c'était important. Je ne l'ai pas laissé simplement prendre ma voiture et s'en tirer comme ça. J'ai riposté et j'ai gagné. Et cela m'a fait me sentir plus fort et plus indépendant qu'avant. Le semestre d'automne a commencé et j'ai limité mes contacts avec mon père. Nous échangions des textos toutes les semaines environ, juste pour prendre des nouvelles de base. Il a trouvé un nouvel emploi dans un entrepôt, gagnant un salaire décent, et il vivait seul dans sa maison. Daphné avait emporté la plupart des meubles qu'elle avait achetés, y compris cet énorme canapé, ce que j'ai trouvé amusant. Mon père dormait sur un matelas pneumatique et mangeait sur le comptoir de la cuisine car il n'avait plus de table. Il ne s'en est pas plaint, cependant, il l'a juste mentionné en passant comme si c'était ce qu'il méritait. Nous parlions au téléphone peut-être 2 fois par mois et nous nous en tenions à des sujets sur comme mes cours et son nouveau travail. Notre relation n'était pas excellente et ne le serait probablement jamais comme avant, mais nous avions établi des limites claires sur l'argent et le respect qui n'existaient pas auparavant. Il savait que s'il franchissait à nouveau ces lignes, j'en aurais fini pour de bon, et je pense qu'il me croyait. Les vacances de la Toussaint sont arrivées et je suis rentré chez ma mère. Elle a préparé un grand dîner et a invité l'oncle Valentin et sa famille. Nous étions assis autour de la table, mangeant et parlant de choses normales, et j'ai réalisé à quel point ma relation avec ma mère s'était renforcée à travers tout cela. Elle m'a soutenu quand c'était important en appelant Valentin, et Valentin a utilisé ses connaissances juridiques pour m'aider à me battre. Mon père m'a envoyé un texto ce jour-là, disant qu'il était reconnaissant que je l'ai aidé avec ce paiement de prêt et qu'il travaillait pour me rembourser. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis les vacances de Pâques, à ma voiture vendue et à la lutte pour la récupérer, et à voir le mariage de mon père s'effondrer. J'ai réalisé que tout ce désastre m'avait appris quelque chose d'important sur le fait de se défendre. Parfois, cela signifie voir les gens faire face à des conséquences que vous ne vouliez pas pour eux. Et ce n'est pas grave, parce que vous n'êtes pas responsable de réparer leurs erreurs. J'avais ma voiture, un bon travail, et des relations plus fortes avec les personnes qui me soutenaient vraiment. Ma relation avec mon père était compliquée maintenant, mais elle était honnête, et c'était mieux que la fausse paix que nous avions avant, où il pouvait profiter de moi et où je l'acceptais simplement. Commentaire, je voulais partager quelques réflexions avec vous après ce récit intense. C'est un rappel puissant que notre respect de soi n'est pas négociable. Apprendre à poser des limites claires, même avec ceux qu'on aime, est un acte essentiel pour se préserver. On peut avoir un cœur bienveillant sans laisser les autres piétiner nos efforts et nos valeurs. Parfois, la plus grande aide que l'on puisse offrir est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres choix. Dans les moments difficiles, on découvre aussi qui sont nos véritables alliés. Guérir ne signifie pas toujours revenir à ce qui était avant, mais construire quelque chose de plus honnête. Finalement, il s'agit de choisir sa propre paix et son avenir. J'espère que cette histoire vous inspirera à toujours défendre ce que vous avez construit avec intégrité. Prenez soin de vous et de vos limites. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.